retrouve pour une nouvelle triple review que vous avez vu dans le titre et on va commencer tout de suite avec Kill the Noise. Qui est Kill the Noise? C'est un très bon artiste de dubstep, très reconnu dans le genre. Il fait partie de tous ceux qui étaient là autour de 2010. Son style particulier, c'est, ou plutôt là c'était, une wobble bass vraiment très crade en fait dans le sens, c'est-à-dire elle est vraiment... elle est... un peu acide, ça reprend un peu des éléments de l'acid trance. Dans certaines de ses musiques les plus connues, c'est comme si c'était un Zerg qui avait fait le drop. Il a fait 2 IP qui sont très connus et qui sont géniaux. D'abord l'IP Kill Kill Kill, qui ne contient pas la musique Kill Kill Kill, qui existe pourtant, mais qui contient en revanche la musique Kill the Noise partie 1, qui est un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est une musique magnifique, une musique de dubstep de 7-8 minutes avec un petit côté psychédélique avec un synthé qui rappelle un peu un côté progressif super bien et un drop vraiment parfait quoi. Le tout qui se termine sur une bonne note de piano. Enfin, il y a une vraie construction unique dans cette musique que j'ai entendue dans aucune autre musique de dubstep. J'adore cette musique. Et puis Kill the Noise partie 2 qui était beaucoup moins marquante, mais le solo de piano a été repris aussi, donc j'étais un peu content. Je pense honnêtement que les 2 IP principaux qu'il a fait, c'est-à-dire Kill 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 et Black Magic, s'ils avaient été mis ensemble, auraient fait un très bon album, avec un peu de construction en plus. Ça aurait été un peu super. Donc ça n'a pas été le cas, et il a finalement attendu 5 ans quoi, avant de faire un début d'album. Il faisait de la musique avant 2010 quand même, je précise, mais c'était plus de l'électro house à la Benny Benassi, comme la musique Kill 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 justement, ou Vitalik un peu aussi, qui fait ce style-là. Et donc là il sort son premier album officiellement, Occulte Classique, qui n'est pas si différent d'un IP, puisqu'il n'en contient que 9 musiques, qui est un peu léger déjà au premier abord. En plus j'ai regardé un peu les durées avant d'écouter l'album, et j'avais peur que ce soit un peu une succession de titres. Alors est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est juste une succession de titres? Eh bien oui, la dernière musique n'a pas vraiment de rôle d'intro, et la première n'a pas vraiment de rôle d'intro, donc on va plutôt dire que ouais, c'est une succession de musique, ce qui est déjà un mauvais point. Est-ce que les musiques sont variées? Oui. Ce que j'aime beaucoup dans cet album, c'est que chaque musique a sa personnalité. Pas celle de Kill the Noise, alors là c'est le premier reproche que je vais faire, c'est qu'on a perdu un peu ce qui faisait le charme de Kill the Noise et qu'il n'a pas remplacé ça par quelque chose de nouveau et d'assez charismatique. Disons que ça se voit qu'il sait faire plein de choses, y compris des choses à la mode. D'ailleurs il a voulu faire des choses à la mode, mais il a perdu un peu son style en même temps. Il a aussi misé beaucoup sur les featuring, ce sera pas le seul dans cette vidéo, vous allez voir. Parce qu'il y a du Owl Nation, qui est un artiste de rock un peu indépendant très connu. Il y a plein de monde. Il y a du Filmy qui est un autre artiste très connu qui fait du drum and bass et du dubstep, du glitch shop, enfin tout l'univers EDM et à peu près tout ce qu'il a fait c'est excellent. Et si je ne me trompe pas, il a également collaboré avec Dylan Francis dans cet album. Pas besoin de le rappeler non plus, il a fait un album qui était plutôt vraiment bien. C'est Money Sucks, Saint Friends Wall. C'était pas mal, un très bon album d'EDM et il sait faire plein de choses. Donc beaucoup sur les featuring et on sent l'influence de chacun des artistes et ça c'est bien. Mais il a également perdu son charme à lui, comme j'ai déjà dit. Alors les musiques en elles-mêmes, est-ce qu'elles sont bien? Oui, elles sont toutes d'une qualité au moins décente. Il y en a qui se tiennent au-dessus d'autres. Alors la première qui me vient à l'esprit, parce qu'elle est à la fois drôle et très bonne, c'est Dolphin on Wheels, qui est une musique un peu de mi-Moonbaton, mi-Big Room, qui me rappelle un peu pas mal de musique de Major Lazer, entre autres Roll the Bass que j'ai adoré. Donc le concept de cette musique, c'est que le drop est basé sur des bruits de dauphins. Ça part d'un truc un peu déconnant et en fait c'est vrai, c'est bon, c'est très marrant et c'est aussi très bien. La basse dedans est très puissante, ça fait très bien danser avec un bon bass boost, etc. Le jeu sur les samples des dauphins est super bien fait. En plus il y a plein d'autres samples qui viennent se jeter, surtout dans le deuxième drop. Ouais, c'est vraiment une musique à retenir. J'ai été légèrement déçu du featuring avec Filmy, je m'attendais à mieux, même si ça reste une bonne musique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Kill It For The Kids est une bonne musique de trap. All In My Head qui est la dernière musique, légèrement plus douce, mais pas tant que ça. Avec Owl Nation, on sent pas trop l'influence d'Owl Nation, on la sent un peu. C'est une bonne musique, mélodique, sympa. Pas Kill the Noise, mais mélodique et sympa. J'aime beaucoup Spitfire Rhythm, un peu reggae, tout ça. Et j'aime bien Lose Your Love aussi, qui a un côté de peut-être un peu à l'ancienne. Donc Occulte Classique, honnêtement, j'en attendais beaucoup plus de la part de Kill the Noise, qui je sais est très talentueux. Mais là, on a vraiment un peu perdu son influence, quoi. Y a pas, on peut dire au revoir à Kill the Noise partie 3 apparemment. Non, pour moi, ce que je me rappellerai... En plus, cet album s'appelle Occulte Classique, je trouve ça un peu abusé, parce que pour moi, les classiques, ce sera plutôt son premier IP surtout. Si vous vous initiez depuis peu au monde du dubstep, Kill the Noise partie 1, qui date de 2010, je crois,
est vraiment une musique à découvrir. Puisque c'est un chef-d'œuvre et c'est une musique culte quoi. Mais ça pour moi, ça sera, on s'en souviendra pas beaucoup vraiment. Plus pour un premier album, c'est décevant avec Kill the Noise. J'espère qu'il va revenir un peu à ce qu'il faisait tout en restant moderne quand même. J'ai pas envie qu'il se répète trop. Bon bah voilà, j'ai pas non plus épilogué là-dessus. Je pense que vous avez compris. Donc on va passer tout de suite au deuxième album qui est l'album de The Game de Documentary 2. Alors petit résumé rapide sur The Game. The Game c'est un rappeur plutôt très connu américain qui est rentré justement dans le game, qui se dit lui-même qu'il s'inspire des artistes les plus connus, Eminem, Snoop Dogg, etc., Dr. Dre, évidemment. Et il a fait un album, son album le plus connu c'est The Documentary, premier du nom, qui est considéré comme une nouvelle référence un peu moderne dans le hip-hop, qui est un bon album que je vous conseille. Et là, nous allons faire The Documentary 2. Donc évidemment, la première pensée de tout le monde, c'est oh là là, non, ce sera sûrement pas aussi bien que le premier. Je vais spoiler un peu, effectivement, il est pas aussi bien que le premier. Pour l'exposer un peu musicalement dans son ensemble, il essaye de surfer en tout cas sur la vague un peu funky, la nouvelle vague funky du hip-hop. Alors difficile un peu de dire d'où elle vient cette vague. Qu'est-ce qu'on écoute à la mode en 2010 ? On écoute de la basse musique, et autrement, on a une très grande nostalgie de ce qui se faisait dans les années funk, disco, etc. Je sais pas si c'est Daft Punk qui a amené ça, c'est possible. En tout cas, c'est eux qui ont mieux représenté la chose. Je veux dire, quand c'est Random Access Memories qui est arrivé, ça a été un succès énorme. Puis l'album de Pharrell Williams dans la foulée. Puis ils ont bien collaboré ensemble. Il y a eu l'album de Snoop Dogg qui était très bon, plutôt vraiment bon. Et puis il y a eu ce fameux album de Kendrick Lamar, To Pimp a Putain, il est chiant à dire. To Pimp a Butterfly, qui est un excellent album de hip-hop sur une instru un peu funky blues, plein de choses en fait. Il est considéré comme une nouvelle référence de hip-hop, c'est un album dont on se souviendra. Alors c'est cet album qui a amené la particulier la vague de funk dans le hip-hop. Puis ça se refait beaucoup, on peut peut-être même s'attendre à un retour d'Eminem sur cette mode-là, parce que c'est la mode maintenant. En tout cas, il y a eu The Game de Documentary 2, qui a surfé sur cette vague. Malheureusement, ça se voit que ça part pas d'un sentiment aussi bon que celui de Kendrick Lamar, parce que le résultat n'est pas vraiment au rendez-vous. Comme on s'y attendait, il y a des mélanges un peu de trap, etc., avec du funk, ou un son un peu plus cool, quoi, plus chill, un peu, voilà. Là où ça marche, c'est dans certaines musiques comme le main single de l'album 100, ou 100, ça dépend, on s'en fout, qui est une bonne musique, j'ai beaucoup aimé. Mais par contre, dans la plupart des autres musiques, honnêtement, ça marche pas. Et pour le reste, c'est un album de hip-hop assez classique West Coast, avec des featuring systématiques avec les plus grands de la West Coast. Donc on a du Snoop Dogg, on a du Kendrick Lamar, couplet Kendrick Lamar qui est bien, Snoop Dogg qui n'est pas très marquant. On a également eu du Kanye West, alors je sais plus s'il vient de la West Coast ou de l'East Coast, donc désolé pour la culture. Mais Kanye West qui n'a pas apporté grand chose, qui a peut-être même rendu la musique un peu moins bonne qu'elle ne l'était. Vraiment non, son rap n'a pas eu de grand impact. L'album est construit de manière assez classique, j'aime pas trop comment c'est écrituré, mais bon. Cet album va plutôt me servir à vous convaincre d'écouter To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar si vous ne l'avez pas encore fait. Puis voilà quoi, parce que ça c'est vraiment Documentary 2, c'est un bon album. C'est un bon album avec des bonnes instrus, c'est ça la meilleure chose dedans, avec des bonnes instrus, avec un flow qui n'est pas vraiment au rendez-vous selon moi. Quelques musiques qui sortent un peu, d'autres qui sont juste ennuyeuses. Peut-être que 19 pistes c'était trop. Je pense que 19 pistes c'était trop. Alors je sais que c'est relativement normal dans les hip-hop, c'est juste légèrement au-dessus quoi. Faut pas avoir peur de faire peu de pistes, je veux dire Nas dans Illmatic n'avait que 9 vraies musiques, plus une musique de transition, on avait 10 pistes. Et c'est considéré comme une très 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 grande référence, tout le monde le sait. Pour Domestic, je crois qu'il y avait que 12 pistes. Enfin bref, je pense vraiment que là il y a un petit peu un trop. Et aussi une trop grande volonté de surfer sur cette vague et que c'est pas vraiment réussi. Encore une fois, ça reste bien. Oui, c'est bien en termes de qualité, oui, c'est bien. C'est juste un peu décevant et c'est très loin de Documentary, premier du nom. Et on va terminer avec l'album de Jean-Michel Jarre. Est-ce que j'ai besoin de présenter cet artiste ? C'est un des... Alors, dire que c'est un pionnier, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est un des anciens et des plus grands dans la musique électronique. En faisant des travaux, la plupart du temps, dans un style assez psychédélique,
en maniant extrêmement bien les synthés. Oui, c'est presque un génie, c'est un des meilleurs joueurs de synthé du monde. Au passage, c'est d'ailleurs lui qui a le record du plus d'affluence dans un concert. C'est pas très intéressant, mais ça fait une bonne anecdote. C'était en Russie, je crois. Et il a fait des morceaux qui sont construits de la même manière que de la musique classique, avec un thème principal et des variations, etc. Tout en prenant quand même beaucoup au rock psychédélique, donc c'est un peu un mélange entre les deux, et le tout avec des instruments complètement électroniques, puisque c'est que du synthé, exclusivement. Donc des travaux très connus comme Oxygène par exemple. C'est aussi lui, c'est assez méconnu, je sais pas pourquoi, mais c'est aussi lui qui a fait Popcorn là, avant que ce soit repris par, on s'en fout. C'est un peu en quelque sorte l'ancêtre de la dance, cette musique, dans un style beaucoup plus mélodique que ce qui est à la mode dans les années 2000 et 2010. Enfin bref, il est très très connu, il avait disparu pendant presque une décennie, et là il fait un album, cet album Electronica 1 de Time Machine. Donc on assume, puisque c'est Electronica 1, qu'il y en aura d'autres. Alors au début j'ai hésité à faire cette review. Pourquoi ? Parce que quand un album est en plusieurs parties, ou quand il y a une trilogie, c'est mieux de le review dans son ensemble, parce que l'auteur, ce qu'il veut, c'est vraiment faire une œuvre vraiment dans son ensemble. Mais je doute un peu que ce soit la première partie de quelque chose de plus grand, et pas juste un épisode, si vous voulez, dans plusieurs de ces albums qu'il va faire. Je m'exprime plutôt mal. Enfin bref, je vais pas donner un jugement vraiment définitif sur cet album, puisqu'il y aura sûrement des Electronica 2. Par contre, le titre en complet nous indique quand même quelque chose, c'est Electronica 1 de Time Machine. C'est que on va encore une fois remonter dans le temps, comme on l'a déjà fait avec The Game, comme c'est vraiment la mode en ce moment dans les années 2010, et c'est encore plus évident avec ces albums-là. Juste pour refaire une parenthèse, en ce moment j'écoute beaucoup du Tame Impala et d'autres choses comme ça, qui sont des groupes qui se veulent avoir une atmosphère de l'année 60. Tame Impala par exemple, c'est un groupe de rock psychédélique très 60s et avec beaucoup de synthé, un peu synth-pop. Enfin, c'était la parenthèse pour dire qu'on revient vraiment en arrière, et c'est bien, parce qu'on fusionne ça avec nos années d'aujourd'hui, c'est très bien. Mais est-ce que c'est bien pour tous les albums ? Et bien là on va voir avec Jean-Michel Jarre. Et alors en fait déjà il faut savoir que toutes les musiques, je crois sans exception, je sais pas le truc sous les yeux, mais il me semble quasiment sûr que toutes les musiques sont des featuring. C'est volontaire. Pourquoi ? Parce que ce que Jean-Michel Jarre a voulu, c'est revenir dans les plus grandes années de la musique électronique, et en collaborant avec des très grands noms. Donc ces featuring sont avec ces collecteurs. Je crois que j'ai rarement, peut-être jamais vu un album avec autant de grands noms présents sur la tracklist. On a Lang Lang, que je connaissais pas avant, mais qui est apparemment quelqu'un de très connu, qui est un très 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 bon pianiste chinois, mais encore, il n'est pas connu internationalement. Donc là, c'était juste, voilà. Par contre, si je vous dis Armin van Buuren, le plus grand nom de la trance, de notre époque, en fait. Je parle pas forcément en termes de qualité, parce que je pense qu'il y a mieux comme artiste que lui, mais il est très bon, et surtout très 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 connu. John Carpenter, ce réalisateur de films, qui fait également la musique de ses films, et qui est un très bon musicien, et qui a fait un album en ce début d'année, qui était un album dans la lignée de synthé 80, etc., qui était très bon. J'ai adoré son album à John Carpenter, et je vous recommande Moby. Est-ce que j'ai besoin de présenter Moby ? C'est un des plus grands noms du trip-hop, c'est un des précurseurs de l'electronica, c'est l'inventeur de l'extratone, et c'est quelqu'un qui a changé de style à tous ses albums, et c'est lui qui a fait également un des plus grands albums que je connaisse, si on peut vraiment dire ça, qui est Play, où toutes les musiques dedans sont des musiques cultes. Moby, c'est la vie. Ok, j'ai rien dit, il a bien fait une musique toute seule, et d'ailleurs je vais en parler parce qu'il y a quelque chose à dire dessus. Il a fait une musique avec Air, qui est un groupe qui était connu, mais qu'en fait j'ai découvert récemment, grâce à un ami. Typiquement années 90, un peu trip-hop dans le style, j'ai l'impression. Ouais, donc un nom culte. On a du M83, ce très bon groupe de synth-pop qui se veut également 80, français, qui ont fait un album qui était plutôt pas mal du tout, qui ont également fait la bande-son de Oblivion, qui a une très bonne bande-son de film, et dont la musique finale est plutôt magnifique. On a également Boys Noise, que certains ont surnommé les nouveaux Daft Punk, à tort, parce qu'ils ont quand même pas du tout ce talent-là, mais ils sont très bons. Ils ont fait un super album, Out of the Black, avec la musique entre autres This Is What You Want, qui est super bien, qu'il faut que vous écoutiez. Et enfin, on va terminer rapidement avec les noms dans les featuring, avec 3D,
donc je connais pas son nom précisément, mais c'est quasiment le leader de Massive Attack. Et Massive Attack, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter? C'est le plus grand nom du trip-hop, de l'électro un peu dub 90, d'ailleurs c'est un des plus grands noms du dub aussi. C'est un groupe très représentatif des années 90, que tout le monde adore, qui est trop bien. L'album Mezzanine est ultra culte, l'album Protection est excellent aussi, tout est bien dans ce groupe, c'est parfait. Et il collabore avec Jean-Michel Jarre, qui l'aurait cru. Mais on va quand même exposer un problème, c'est que ces featuring sont un peu superficiels. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, Jean-Michel Jarre, on a l'impression qu'il allait voir les gens, d'ailleurs on n'a pas l'impression, il y a plein de vidéos dessus, il allait voir les gens, il a fait « vas-y on va collaborer parce que j'ai envie de montrer l'évolution de la musique ». Donc ça part d'un très bon sentiment, mais au final ce qui s'est juste passé, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de fusion entre les styles de Jarre et des gens avec qui il a fait les feats. Alors je vais prendre un exemple très simple, c'est la dernière déjà avec Lang Lang. Alors bon par contre non, c'est pas le meilleur exemple parce que c'est pas de la musique électronique, Lang Lang, bon c'est un pianiste. Mais concrètement, Jean-Michel Jarre il fait une instru trance, voilà, et par-dessus il dit « joue-moi du piano là-dessus », et c'est masterisé très bizarrement. C'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression que le volume est plus bas que sur les autres pistes, et qu'elle est un peu en retrait par rapport au piano, et que, en fait, en gros basiquement, il y a la track qui joue chez vous, sans le piano, puis vous jouez du piano par-dessus, comme ça, et vous enregistrez ça. Enfin, il y a un sentiment bizarre, il n'y a pas de fusion entre la partie Jarre et la partie Lang Lang, c'est bizarre en fait. C'est un mec qui joue du piano, très bien, hein, je dis pas le contraire, par-dessus une instru Jean-Michel Jarre. Et ça manque d'une vraie dualité entre les deux, d'une vraie fusion au contraire, peu importe. La musique avec Armin van Buuren serait presque pu être du Armin van Buuren tout seul, même si c'est une bonne musique. Alors le featuring par contre vraiment réussi, c'est celui avec John Carpenter, où là on sent vraiment les deux. Et que c'est c'est vraiment une très bonne musique. La musique avec Moby aussi est bonne. La musique avec Boys Noise, j'ai pas vraiment senti le Boys Noise cette fois-ci. Donc, Et la musique avec M83, là on sent vraiment M83. Ça t'en parle un peu trop, je sais pas. On sent bien Jarre aussi. Mais la musique manque tout simplement de qualité, d'originalité, tout ce que vous voulez. Et vu que la majorité de l'album est très trance, ça fait presque tâche, mais c'est pas grave ça. Mais en plus, sa position dans l'album, c'est la deuxième piste, ce qui est très bizarre. C'est-à-dire, en gros, on se lance direct dans l'album et tout, ouais, une bonne trance, tout ça. Puis juste après, on a une musique très reposante avec du M83. Genre, ouais, on est parti, bah non. C'est d'ailleurs la seule chose qui m'a choqué également dans Random Access Memory de Daft Punk. Mais c'est une autre histoire. Et donc, l'album, je le trouve mal construit. Pour ces raisons-là, c'est-à-dire, l'ordre des pistes est mal choisi. L'ordre des pistes est mal choisi, tout simplement. Il n'y a pas de continuité, c'est... Je sais pas. Je me demande s'il a pas mis les musiques dans l'ordre où il les a faites ou quelque chose comme ça. Non, c'est vraiment nul. Et aussi, autre chose, c'est la musique que Jean-Michel Jarre a fait donc tout seul, qui s'appelle Automatic, on veut dire automatique, hein, qui est en deux parties pour des raisons complètement obscures. Parce qu'en fait, ces deux parties se suivent dans l'album, donc c'est pas juste pour séparer, mettre une partie à un moment et une partie à l'autre. Donc vous allez me dire, il peut très bien faire ça aussi. Pendulum l'a fait avec The Island dans l'album Immersion. Sauf que Pendulum, quand ils avaient fait ça, il y avait deux parties distinctes. Ça se suivait concrètement comme ça, mais la première partie c'était de la house avec un très grand côté pop, et la deuxième partie c'était ça partait dans l'électro house et le complextro, tout en étant sur les mêmes bases. Donc c'était vraiment deux parties qui, si elles étaient séparées, c'était bien. Si elles n'étaient pas séparées, c'était bien aussi, mais on s'en fiche. Ils ont bien fait de les séparer, et c'est un des bons points d'ailleurs dans l'album Immersion, c'est pour ça que j'adore cet album, entre autres. Mais là, non. Parce qu'en fait, l'album, il y a deux phases peut-être, mais elles changent pas tellement en fait. Il aurait pu juste faire une musique longue, je vois pas le problème. En plus, les parties sont pas si grandes que ça en elles-mêmes, je veux dire. Elles sont toutes les deux de 3 minutes. Donc ça aurait fait une des musiques les plus longues de l'album s'ils les avaient mises ensemble. Qui n'aurait pas été gênant du tout, il aurait peut-être même mieux la mettre à la fin parce que ça aurait été la seule musique qui n'était pas un featuring. Donc il la met à la fin comme ça, pour montrer, ouais, moi je suis Jean-Michel Jarre, je suis encore là, ça fait 6 minutes, donc en plus ça met une bonne conclusion parce que c'est une longue musique, il n'y a absolument aucun problème, et ça change un peu, pas tant que ça, et il n'y a aucune raison de la mettre en deux parties, ça sert à rien. C'était débile là, c'est une erreur grosse de construction et qui me surprend de la part de quelqu'un de grand comme Jean-Michel Jarre. Non, c'était vraiment stupide. Je crois que j'ai parlé des plus grands points. J'ai pas parlé de comment sont les musiques en elles-mêmes. Comme j'ai dit un peu, c'est de la trance en grande majorité.
Quand c'est pas de la trance, c'est un peu la même atmosphère que la trance, mais sans avoir du tout le même BPM. Parce que c'est très récurrent dans cet album, en fait, c'est de la trance, mais pas à 140 BPM comme ça l'est en général. Qui va avoir des influences un peu psychédéliques, avec des synthés 80, qui va volontairement traîner un peu dans les longueurs, etc. Ça le fait très bien avec John Carpenter. C'est de temps en temps un peu répétitif, faut pas le nier. Ça manque un peu de variation, on va dire. Ça m'a légèrement déçu. Mais sinon, la qualité des musiques en elle-même est là, et c'est incontestable. Sauf en ce qui concerne ce détachement entre ce que fait Jarre et ce que fait les artistes avec qui il collabore la plupart du temps. On a l'impression que de deux tracks mises ensemble vaguement, juste sur la même clé, mais c'est tout. Et ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais ce qui est sûr, c'est que l'intention est bonne, et que c'est des musiques qui sont pas mauvaises. Elles sont jamais mauvaises, toutes les musiques sont bonnes. C'est juste qu'il y a des choses vraiment bizarres, quoi. Des featuring, la musique en deux parties pour rien, la construction du coup qui est mauvaise. Vraiment, je trouve que c'est un album qui est mal construit. Voilà. Donc de la part de Jean-Michel Jarre, c'est aussi décevant. Il n'y a que des déceptions aujourd'hui. Non, sérieusement. Kill the Nose, là, il sait faire des choses trop bien. Et il fait un album un peu générique, après coup. De Documentary 2 qui n'est certainement pas le 1. Pas besoin de le redire, c'est évident. Jean-Michel Jarre, mais je m'attendais même pas à Oxygène, de même manière que comme quand Pink Floyd est revenu, je m'attendais pas à aussi bien que Dark Side of the Moon. Par contre, The River était excellent, il était trop bien comme album. Et là, Jean-Michel Jarre, je m'attendais pas à Oxygène ou autre chose, mais je m'attendais à mieux que ça. Cette idée était très bonne, mais ça aurait dû être beaucoup mieux exploité en fait, surtout par Jarre lui-même. J'ai l'impression qu'il a un peu laissé faire, qu'il s'est dit que ça passerait. Encore une fois, je vais redire ce que j'ai dit au début de la revue de Jean-Michel Jarre. Par contre, s'il fait Electronica 2, je sais pas trop ce que ça veut dire par là, s'il compte faire une exposition de la musique électronique dans son ensemble, c'est-à-dire la même idée, toujours très bonne, mais que ce serait un peu mieux, voilà, etc. Si on en veut d'autres, on pourra vraiment juger cette œuvre-là dans son ensemble. Peut-être du coup que je reviendrai un peu sur ma parole ici, mais il y a des choses qui changeront pas, c'est sûr. Donc c'est à un peu relativiser, mais globalement, c'est quand même un peu décevant, on va pas se mentir. Voilà, bon bah c'est la fin de cette triple review. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé des albums, lequel est votre préféré des trois, etc. Merci, au revoir, bisous.